Bonjour à tous, je suis Arle Schlanger avec l'Institut Schiller. Bienvenue à notre conférence Internet et notre fondatrice et présidente El Gadzep Larouche. Nous sommes le 29 mai 2020 et nous commençons en fait par de bonnes nouvelles. Demain, samedi, il y aura le lancement d'une fusée qui emmènera 2 astronautes à la Station spatiale internationale. Ce qui est important, c'est qu'il s'agit de la première fusée en 9 ans qui va décoller des États-Unis et ça arrive juste au bon moment, où notamment le comité d'action politique de Larouche a publié un nouveau programme pour 1,5 milliard d'emplois dans le monde, la création d'1,5 milliard d'emplois dans le monde et 50 millions de nouveaux emplois productifs aux États-Unis. Et Elga, je sais que c'est assez important pour vous, étant donné que l'essence de cette brochure est une analyse complète de l'approche de l'économie physique développée par votre mari Lyndon Larouche. Que pensez-vous de la publication de cette brochure? Au moment où nous sommes en train d'entamer une nouvelle frontière dans l'ère spatiale. De toute évidence, le monde a besoin d'un changement de directionnalité. Nous avons une dépression, nous avons une explosion du système financier en cours, nous avons une pandémie, nous avons une famine menaçante. Nous avons le chaos social et il est clair que l'accumulation de ces crises est naturellement une confrontation stratégique entre les grands pays qui menacent de se produire actuellement. Et il est clair qu'il faut avoir un paradigme complètement différent. Nous devons défendre une solution qui s'attaque à tous ces problèmes et c'est exactement le caractère de notre programme pour créer 1,5 milliard de nouveaux emplois productifs dans le monde entier, à commencer par 50 millions d'emplois à l'intérieur des États-Unis. Et ils sont en effet, ce que vous avez dit, reprennent les principes de mon défunt mari, que dans une économie productive, au moins la moitié de la force de travail doit être déployée dans de vrais secteurs productifs. Et il y a une conception, bon, mon mari avait une conception tout à fait différente de ce qui était productif et de ce qui ne l'est pas. Étant donné aujourd'hui que vous n'avez que 12% de la main-d'œuvre aux États-Unis employée dans le secteur productif, et plus de 70% est dans l'économie de services. Et maintenant, avec les conséquences des politiques précédentes des administrations Obama et Bush, en fait, la destruction sur plus de 50 ans du secteur productif de la société, vous avez maintenant près de 50 millions de chômeurs aux États-Unis. Donc pour inverser cette tendance, vous avez besoin d'un programme d'investissement immédiat permettant de créer 50 millions d'emplois aux États-Unis, menés par de telles frontières telles que le programme spatial Artemis. Et l'idée importante dont vous avez besoin, selon les principes de Lyndon Larouche, c'est qu'au moins 5% de toute la main-d'œuvre doit être déployée dans la recherche et le développement. Et par conséquent, ce programme Artemis et le lancement de cette fusée spatiale, c'est la direction à suivre. Aussi parce que Jim Bridenstine, donc le président de la NASA, a dit qu'il y a quelque temps, c'est la coopération internationale dans l'espace qui permet aux grandes puissances de s'élever littéralement au-dessus de la confrontation géopolitique. Donc je pense que c'est extrêmement important. Aussi, l'idée de voyage dans l'espace apporte une sorte d'optimisme qui élève les yeux des gens au niveau des étoiles, vers le ciel, pour voir qu'il y a beaucoup de choses à conquérir, de nouvelles frontières de la connaissance. Et ça apporte tout simplement une sorte d'optimisme, cet optimisme que l'homme et son ingéniosité peut résoudre tous les problèmes et trouver des solutions. Donc nous présenterons donc ce programme dans les prochaines semaines, en détail. Alors, connectez-vous à nos différents sites internet. Nous avons une série de programmes internet. Assurez-vous que tout le monde puisse avoir accès à cela, parce que nous devons faire
en sorte qu'il y ait un maximum de discussions, de grandes discussions entre les ingénieurs civils, les agriculteurs, les conseillers municipaux, des gens qui représentent n'importe quel aspect, secteur de la société productive, parce que nous devons mobiliser toute la société comme ça se passait notamment durant le New Deal de Roosevelt, qui a conduit les États-Unis en dehors de la dépression. Et c'est exactement le genre de discussion dont nous avons besoin de toute urgence, parce que nous avons une crise existentielle que tout le monde peut voir. Et que j'exhorte donc maintenant les gens à participer à cette discussion et à s'assurer que le programme soit mis en œuvre, que les forces qui se sont opposées à de tels programmes, comme malheureusement beaucoup de gens au Congrès, soient mis hors de cause et que cette solution soit mise sur la table avec le maximum de force possible. Donc il y a un peu de cela quand le président appelle à la mise en œuvre de la loi sur la production et la défense pour faire face à la situation des soins de santé, la situation sanitaire. Mais Elga, je pense qu'il est important que les gens y réfléchissent parce que tous les appels à la réouverture de l'économie, des confinements, à moins qu'on y réponde au niveau mondial, il n'y a pas seulement une solution aux États-Unis, n'est-ce pas? Évidemment, ben non, parce que ce qui a accéléré la crise économique et le chômage aux États-Unis, qui est vraiment une onde de choc, ça s'est vraiment manifesté à la substance de l'économie physique des États-Unis. Si vous regardez autour du monde, le monde autour de vous, cela se produit partout. Et comme la pandémie de coronavirus se propage, alors qu'elle se propage, vous savez, nous avons parlé la dernière fois qu'il y a une famine menaçante comme condition de l'effondrement de l'agriculture, déclenchée également par le coronavirus, mais pas causée par elle. Elle a été déclenchée, mais ce n'est pas la cause. Et ça met en danger 300 000 personnes qui pourraient mourir chaque jour de faim. Maintenant, vous avez la pandémie qui a atteint l'hémisphère sud, exactement comme nous l'avons averti. Et probablement, le pire cas aujourd'hui, c'est le Brésil. Vous avez une situation où il y a officiellement 420 000 cas, mais comme le disait l'Institut médical de Sao Paulo, de l'Université de Sao Paulo, il y a probablement 15 fois plus officiellement de cas reconnus parce qu'il n'y a pas de tests. Et il y a une pauvreté incroyable dans les favelas, dans le nord-est du Brésil, qui est très pauvre. Donc, ils estiment qu'il peut y avoir 5 à 6 millions de personnes au Brésil infectées. Et c'est aussi beaucoup dans le reste du monde aussi. Donc, c'est donc une crise incroyable. Et au Chili, vous pouvez voir comment la Covid-19 est devenue hors de contrôle. Et en plus, les gens sont également affamés. Vous avez des émeutes dans les rues. Des gens ont des casseroles ils partent des casseroles et il y a des manifestations avec des casseroles et les gens ont faim et ça, ce sont des vrais faits. Et ça souligne le fait qu'on a vraiment besoin de ces 1,5 milliard d'emplois productifs afin de créer tous ces emplois pour une main-d'œuvre au niveau mondial. Parce que nous l'avons également mentionné plus tôt, le fait que 60% de la main-d'œuvre mondiale soit employée dans une économie parallèle, ce qu'on appelle soi-disant l'économie informelle, qui est une manière un petit peu agréable de le dire. Ce sont des gens qui, en fait, n'ont pas d'emploi productif. Ils vivent tout simplement au jour le jour. Ils n'ont normalement aucune compétence productive. Et si vous regardez le chômage dans le monde et le travail informel, ce qu'on appelle l'économie parallèle, vous avez un gaspillage incroyable du potentiel productif de la population qu'il est urgent de résoudre. À savoir que pour créer un système de santé mondial, un système de santé dans chaque pays, pour commencer à doubler la production alimentaire mondiale, parce que vous savez, si vous avez une famine, vous devez absolument doubler la production alimentaire aujourd'hui. Et aussi à la lumière d'une population qui va croître. C'est donc la seule approche rationnelle, et nous faisons campagne pour cela dans tous les pays du monde. Peut-être pas tous, mais beaucoup. Nous sommes arrivés en Afrique, nous atteignons l'Afrique, nous avons des organisations en Afrique qui reconnaissent maintenant qu'il s'agit d'une proposition totalement viable, ce que nous proposons, et nous nous battons pour un système de santé d'urgence pour faire face à ces choses.
Donc je vous demande donc tous, nous allons énumérer dans le cadre de cette conférence notre pétition, la pétition pour une infrastructure de santé mondiale, le dépliant pour la création d'1,5 milliard d'emplois productifs et aussi pour nourrir la population mondiale. Et je vous demande notamment de distribuer, de faire notamment créer un débat public autour de ces solutions. Dans ce genre de circonstances, ce que tu viens de décrire, c'est que on a souvent la diversion, la provocation qui conduisent à des troubles civils et aussi le danger de la guerre. Tout d'abord, sur la question de l'instabilité civile et des troubles, on voit émerger autour de la situation dans le Minnesota où la police a tué un Afro-Américain qui n'était pas armé. Alors, évidemment, cela explose déjà dans d'autres émeutes. Et cela démontre juste, tout d'abord, bon, vous avez malheureusement, et ça peut pas être nié, vous avez un racisme latent aux États-Unis, mais aussi en Europe. Vous avez essentiellement une cocotte minute prête à exploser, qui dans les conditions de chômage et de stress causées par la pandémie peut exploser. Et le jeu où chacun se blâme l'un l'autre peut très, très rapidement mener à une escalade. Donc je ne veux pas discuter des détails de cette affaire. Le président Trump a demandé une enquête, mais la vidéo qui a été faite sur l'incident ne laisse aucun doute que c'est un meurtre, parce que l'homme a été clairement, il indiquait lui-même, il disait lui-même qu'il ne pouvait pas respirer. Donc, je ne veux pas commenter sur la question en détail, mais c'est juste ça exprime juste l'horrible disons, de manière horrible, ce qui arrive aux êtres humains quand vous respectez pas le caractère sacré de chaque être humain. Donc, le président Trump a demandé une enquête. J'espère que cela conduira à la justice, à ce que justice soit faite, mais plus fondamentalement, vous devez éliminer les conditions qui provoquent dans ces pays une telle cocotte minute et qui ne peut être fait que si vous avez une véritable reprise économique et que les gens aient l'espoir à nouveau. Parce que dans des conditions de rupture, de tension sociale, de tension raciale, les tensions raciales ont tendance à exploser. Nous avons maintenant 5 mois, nous sommes à 5 mois de l'élection américaine et avec tout ce qui se passe, à moins que ce programme ne soit mis à l'ordre du jour, notre programme, bien avant les élections, je ne vois aucune garantie que nous y soyons réellement, que nous y arrivions, que nous trouvions une solution. Parce que si vous prenez cela et vous voyez l'escalade stratégique, je ne peux que le répéter, nous avons besoin d'un changement de paradigme rapidement pour les deux réseaux nationaux aux États-Unis, mais aussi pour l'échelle internationale. Et nous assistons également à un durcissement du ton anti-chinois venant des gens comme Pompeo, lié à la nouvelle loi pour Hong Kong. Quel est le fond de tout ceci? Est-ce que les gens ont besoin de savoir? Parce que clairement, ce que Pompeo fait est loin de la ligne. Il nous pousse contre la Chine et vers une nouvelle confrontation avec la Chine. Alors, c'est quoi le fond de tout cela? La déstabilisation contre Hong Kong n'a pas commencé avec ce que le Congrès national du peuple chinois a décidé maintenant, à savoir faire un nouveau projet de loi qui rend la loi sur la sécurité de la Chine applicable à Hong Kong, qui est leur droit, parce qu'ils répondent à ce qui s'est passé auparavant, en fait, à savoir les émeutes qui ont été incitées pendant un certain temps, qui ont été instigées par les Britanniques, des gens comme notamment l'ancien gouverneur Patten, qui était tout à fait clairement, qui s'est clairement exprimé là-dessus. Vous avez eu notamment le National Endowment for Democracy, qui a financé ces opérations et la formation de gens, comme on l'a vu, de véritables terroristes à Hong Kong. Et l'Occident a été complètement, disons, floué là-dessus. On lui a menti en qualifiant ces gens de combattants de la liberté et de partisans de la démocratie, alors qu'en réalité, beaucoup de ces gens, en tout cas de ces manifestants, étaient des terroristes utilisant la violence contre la police, contre les quartiers généraux de la police. Et la situation a vraiment
commencer à devenir incontrôlable. Alors, mon PO est menaçant. Bon, je ne sais pas je sais pas s'il l'a encore fait, mais il voudrait supprimer le statut autonome de Hong Kong, qui est censé nuire à la Chine financièrement et économiquement, parce que le statut autonome de Hong Kong a permis que Hong Kong soit utilisé comme un lieu de négociation financière internationale. Donc, tout ça, c'est une histoire qui n'est pas très très bonne, mais parce que les gens doivent prendre, oui, parce que les gens doivent se rappeler ce que c'était que notamment les guerres d'opium. Comment Hong Kong en est venu à cette situation par les guerres d'opium. Et les campagnes militaires britanniques contre la Chine du XIXe siècle a été la raison pour laquelle Hong Kong est allé du côté de l'Empire britannique en premier lieu. Hong Kong n'appartient donc pas aux Britanniques, il appartient à la Chine à la base. Et en fait, en 1997, Hong Kong a été essentiellement rendu à la Chine. Mais pour une période qui va jusqu'en 2047. Jusque-là, Hong Kong était censé avoir un statut intérimaire. Et la Chine étant le seul, disons, à s'occuper de Hong Kong, mais en disant un pays, deux systèmes. Mais cela est essentiellement violé par les actions militaires incitées par les étrangers, les actions terroristes à Hong Kong. Donc si le gouvernement chinois dit maintenant qu'ils ne permettront plus cette ingérence et ils prennent le droit de lutter contre ces terroristes pour des raisons de sécurité nationale, c'est leur droit absolu. Ces gens qui ont parrainé les terroristes auraient dû penser à l'avance à cela. Cependant, si cela se produit maintenant, bien sûr, ça nuira à la Chine parce que je pense que la capacité de l'économie chinoise à faire face aux conséquences de ne pas avoir accès à Hong Kong, ça fera mal à la Chine, sans aucun doute. Mais je pense que les gens qui font cela ont vraiment réfléchi parce que Hong Kong n'est pas seulement un endroit financier pour la Chine, c'est aussi pour toutes les banques internationales et beaucoup d'autres institutions de la sorte, qui sont issues de cet ancien commerce de l'opium, ainsi de suite, qui ont été éliminées au fur et à mesure. Hong Kong peut effectivement être un point de déclenchement pour des conséquences beaucoup plus mauvaises pour le système financier international, puisque c'est lié au système financier international, pas seulement la Chine. Donc cela peut effectivement être l'équivalent de se tirer une balle dans le genou de la part des néoconservateurs américains. Et je pense vraiment que c'est important de comprendre la longue histoire des opérations militaires contre la Chine par les Britanniques, par les Français, par les Japonais, dans les siècles qui ont précédé. Et je pense que la Chine est devenue totalement déterminée à ce qu'ils ne permettront plus jamais ce type de souffrance et de dommages qui se sont produits dans ces opérations historiques. Donc maintenant, la Chine est assez forte pour s'assurer qu'ils ne vont pas de nouveau souffrir de ces choses-là. Si cela va trop loin, vous pouvez voir que le ton dans les médias chinois est en fait de plus en plus dur. Ils ont annoncé qu'ils répondraient avec des mesures assez dures, telles que sanctionner les entreprises américaines, comme essentiellement la fermeture de certaines opérations économiques à Hong Kong. Mais en même temps, ils disent toujours il vaut mieux renégocier, revenir à la manière diplomatique de résoudre les problèmes. Mais je ne peux pas dire que ce conflit entre les États-Unis et la Chine, je peux le dire, c'est probablement le conflit le plus dangereux actuellement. Parce que, comme je l'ai dit à maintes reprises, l'idée que vous puissiez contenir un pays de 1,4 milliard d'habitants, dont le gouvernement s'est engagé sur une politique économique correcte, en mettant l'accent sur le progrès scientifique et technologique, vous ne pouvez pas contenir cela. Surtout quand l'Occident est encore, du moins en Europe, engagé dans une politique écologiste, verte, néolibérale, absolument stupide, en se détruisant de cette façon, alors que la Chine, avec d'autres pays asiatiques, mettent leurs espoirs
et et ils le font en fait sur le progrès scientifique et technologique. La Chine est devenue le deuxième chef de file mondial dans plusieurs domaines comme le programme spatiaux, mais ils sont pas les premiers, mais ils sont de plus en plus en avance dans certains domaines de la recherche sur la fusion, par exemple, dans les systèmes de trains rapides. Ils ont une approche complètement différente. Ils ont remonté le moral de la population, alors que l'Occident a démontré, dans la réaction brutale, irrationnelle du confinement face à la pandémie, qu'ils n'étaient pas capables de faire face. Donc, ils sont prêts ils veulent y arriver. Et si vous voulez arrêter cela, la seule façon que vous pouvez faire, c'est une troisième guerre mondiale. Et la Chine a dit, puisque leurs adversaires autoproclamés savent que la Chine a maintenant une puissance militaire très forte, ils pensent qu'ils risquent une troisième guerre mondiale, que la seule carte restante serait le découplage des économies. Maintenant, encore une fois, compte tenu de l'entrelacement et les interconnexions de l'économie mondiale, s'il y a un effort pour découpler l'économie américaine de celle de la Chine, forçant le reste du monde à prendre parti entre ces deux blocs, dans une nouvelle guerre froide, compte tenu de la condition de l'économie mondiale en ce moment, je ne pense pas qu'il durerait très longtemps. Et cela conduirait à un effondrement gigantesque à la fois du système financier et de l'économie réelle. Et de ce chaos pourrait venir toutes sortes de dangers, y compris celui de la guerre. Et ce que tu as décrit plus tôt, c'est le même groupe de changement de régime qui a été impliqué dans les attaques du Russiagate et de l'Ukrainegate contre le président Trump, comme George Soros et toute la bande de spéculateurs de la City de Londres. C'est le même réseau qui cible l'Argentine maintenant, n'est-ce pas? Oh oui. Et nous verrons dans les prochains jours si l'Argentine ne peut pas être un autre de ces points de déclenchement conduisant à un effondrement de la réaction en chaîne du système financier. L'Argentine n'a pas payé ses 500 millions de dollars en paiement d'intérêts. Et maintenant, l'association des associations pour les produits dérivés se pose la question s'il s'agira d'un événement de crédit ou d'un défaut de paiement. Et si le système d'échange des crédits de défaut swaps, des assurances sur les crédits, des défauts de crédit se met en place, ce sera un coup d'envoi. Cela pourrait en effet conduire à un déclenchement de la crise. Tout cela indique absolument clairement que la demande de Lyndon LaRouche d'avoir un nouveau système de Bretton Woods, des nouveaux accords de Bretton Woods, c'est absolument urgent. Et encore une fois, cela ne veut pas se faire à un niveau inférieur. Il doit se produire au plus haut niveau des pays clés. Les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde doivent se réunir et dire « Ok, regardez le monde. Regardez le nombre de situations hors de contrôle. Nous devons prendre la responsabilité du sort de l'humanité et nous déclarons que nous allons donner au monde entier une nouvelle direction de coopération internationale parce que la confrontation ne peut signifier la troisième guerre mondiale. On ne peut pas en arriver là. Et donc, nous allons dégeler et créer un nouveau système de Bretton Woods. Nous allons déclarer un programme de création d'emplois de 1,5 milliard d'emplois qualifiés. Nous allons coopérer pour obtenir un système de santé décent dans chaque pays et commencer ensemble à agir pour doubler la production alimentaire et commencer concrètement à industrialiser l'Afrique, à permettre la reconstruction de l'Asie du Sud-Ouest. Toutes ces choses seraient faciles à faire si les politiques sont mobilisés pour ça. Mais cela signifie, avec insistance, qu'on doit se débarrasser des pro-guerres. Et je pense que le président Trump, ce qu'il a dit au sujet de John Bolton, que s'il avait donné un coup, qu'il l'a viré, en fait, parce que s'il l'avait écouté, on serait déjà en 6e guerre mondiale. Peut-être qu'il y en a d'autres dans son administration pour qui la même chose devrait s'appliquer, qui devrait être viré. Et je pense que le président Trump se trouve vraiment dans une situation très difficile avec tous les aspects que nous avons décrits. Donc je pense que nous avons besoin d'une mobilisation où la population le soutienne contre ces pro-guerres. La campagne anti-Chine aux États-Unis ne peut conduire qu'à une catastrophe pour toute l'humanité. Fondamentalement, c'est totalement injuste parce que toutes les accusations qui sont faites contre la Chine sont ridicules.
La publication en ligne en Allemagne de documents sur les nombreuses erreurs commises par le gouvernement allemand en ne répondant pas aux avertissements de l'Organisation mondiale de la santé au début de janvier sont une preuve. Ils ont continué à dormir en février et ce n'est qu'en mars, lorsque les cas de coronavirus ont réellement éclaté en Allemagne, qu'ils ont commencé à chercher les masques et des vêtements de protection et tout cela. Et naturellement, puisqu'il y a eu une brouille totale, ça a été un scandale. Ainsi, il y a d'autres pays qui n'ont manifestement pas répondu aux avertissements venant de la Chine et de l'Organisation mondiale de la santé. Donc la vérité n'est pas quelque chose qui appartient à des gens comme Pompéan, mais la vérité est ce qui peut être clairement démontré en termes de chronologie dans ce qui s'est passé. C'est tout le contraire de ce que dit Pompeo. La raison pour laquelle il s'agit d'une pandémie n'a rien à voir avec la coronavirus en tant que tel, Covid-19. Cela a tout à voir avec le système économique libéral et le retrait du système de santé par l'administration Bush, par l'administration Obama, et ils ont essentiellement créé les conditions, y compris par le non-développement des pays en développement, des pays sous-développés, de sorte que ce virus pourrait se transformer en une pandémie. Donc je pense qu'il est très important de ne pas mélanger les choses. Et le jeu où chacun se blâme l'un et l'autre doit cesser. Cela implique le danger, parce que ça amènerait le danger d'une troisième guerre mondiale, et les gens doivent se réveiller. Elga, nous manquons un peu de temps. Il y a deux autres sujets que je voulais soulever. L'un d'eux, c'est quand nous parlons de manquer de bateaux, enfin de bateaux qui coulent, pardon. Nous avons vu l'Union européenne venir avec une politique de sauvetage déguisée pour lancer l'économie. Qu'est-ce que tu peux en dire? Oh, c'est un désastre complet. Et je ne peux qu'espérer que l'opposition, déjà visible contre ce programme, soit assez forte pour mettre fin à cette proposition et la mettre à la corbeille. C'est une proposition d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour injecter 750 milliards d'euros sur 5 ans, essentiellement censé montrer la solidarité avec les pays membres, entre les pays membres européens les plus faibles. En réalité, et ce qui a été discuté très clairement par beaucoup des acteurs, en Italie en particulier, c'est un effort pour transformer l'économie allemande selon le fantasme de la nouvelle donne verte, qui est le projet de tout le groupe de von der Leyen. Si vous regardez ce programme, il signifierait essentiellement que l'investissement dans la rénovation des projets de verdissement, dans la rénovation de logements verts, dans l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'investissement irait uniquement là-dedans, avec la création d'1 million de stations de chargement pour les voitures électriques. Je veux dire, ce sont toutes des choses qui sont dans le nouveau deal, la nouvelle donne verte. Et si jamais c'est mis en œuvre, cela signifierait que l'Europe serait complètement en marge parce que ce sont des politiques complètement invalides, économiquement non pérennes, parce que ça abaisse la productivité, ça abaisse la densité de flux d'énergie dans l'économie. Et ça signifierait que l'Europe devient technologiquement obsolète et serait mise à l'écart. Le caractère de l'Europe en tant qu'industrie, en tant que nation industrielle, serait complètement brisé et ça conduirait au chaos. Mais heureusement, il y a une opposition au Parlement allemand, au Parlement européen et surtout parmi les souverainistes, qu'on puisse dire en France, l'équivalent en Italie. Ils ne se disent pas souverainistes eux-mêmes, mais ils le sont de facto en fait. Et qui disent essentiellement que cela augmente la dette. Et si l'Italie est déjà obligée d'augmenter la dette, pourquoi ne le font-ils pas directement en émettant des obligations d'État plutôt que passer par l'Union européenne? Ça, c'est la question. Il y a même un avertissement, une alerte de la part de la Banque centrale européenne, comme quoi ça pourrait faire exploser la zone euro. Et franchement, étant donné la bureaucratie de l'Union européenne et le fait qu'elle est du mauvais côté, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, car elle permettrait une politique alternative pour le travail, pour obtenir avec l'Eurasie le développement et l'initiative une ceinture, une route, de créer les conditions pour qu'il y ait cette coopération avec l'initiative une ceinture, une route, qui est évidemment le moyen de résoudre le problème en Afrique et en Asie du Sud-Ouest. Donc ce programme de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne,
nous l'espérons, n'ira nulle part, mais c'est le pire type d'idiotie économique qu'on peut imaginer. Et enfin, nous arrivons à je voulais amener quelques mots sur le cas étrange de Joe Biden, qui ne semble pas décider, encore s'il est candidat à la présidence, il ne semble pas se décider s'il est candidat à la présidence ou un fugitif de la justice dans le programme fédéral de protection des témoins, parce que vous avez les récents développements en Ukraine où il se peut qu'il soit un fugitif de justice, un repris de justice. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Eh bien, c'est très intéressant. Et on en voit très peu dans les grands médias publics. Mais en Ukraine, le procureur général a maintenant mis en place une enquête pénale contre Biden, à la fois pour corruption et aussi sur le fait qu'il a imposé des pressions indues sur le gouvernement ukrainien, sur le président Petro Poroshenko à l'époque, pour faire virer le procureur général de l'époque, Viktor Shokin, qui enquêtait sur une société appelée Burisma, où Hunter Biden, le fils de Joe Biden, avait un poste payé beaucoup pour rien, en fait, alors qu'il ne faisait rien. Et il y a maintenant les documents qui sont disponibles, qui montrent que Joe Biden a menacé de retenir $1 milliard d'investissement pour l'Ukraine si jamais ce procureur n'était pas viré. Et Poroshenko, à l'époque, était très, très, très laxiste là-dessus. Mais c'est un cas de grande ingérence dans les affaires intérieures et la corruption en Ukraine, et ça sort. C'est très intéressant. Donc on va voir comment ça se passe. Cela peut changer la dynamique électorale très rapidement, car il s'agit maintenant d'une enquête criminelle officielle. Donc, comme je le disais, je pense que cela va garder Joe dans le sous-sol un peu plus longtemps. Permettez-moi de vous d'exhorter à nouveau les téléspectateurs, l'auditoire, à aller sur le site internet du petit comité d'action politique de Larouche et de l'Institut Schiller et aller consulter le nouveau programme pour créer 1,5 milliard de nouveaux emplois productifs. C'est un changement de jeu, c'est un changement de paradigme que nous demandons et nous avons l'occasion de faire quelque chose maintenant à cause de la crise. Donc, allez-y. Et Helga, as-tu quelque chose à rajouter? Non, j'aimerais que vous deveniez actifs avec nous parce que c'est un moment de l'histoire où cela peut aller très mal, rapidement. Et de même, nous pouvons aussi, si nous mettons en œuvre ce programme, nous pouvons apporter l'espoir à des milliards de personnes dans le monde. Et puisque l'être humain est essentiellement un être de raison créatrice, espérons que suffisamment de tels êtres humains se réunissent et se mobilisent avec nous pour ce plan, pour ce programme, et alors nous pourrons changer l'histoire pour le mieux. Alors soyez actifs avec nous. Ok, merci Helga. On se voit la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine.